Donc François Bousquet en chair et en os. Vous savez, bonjour à tous, vous savez ce que répondait Sacha Guitry lorsqu'on lui demandait « Cher maître, quoi de neuf ?» Eh bien Guitry répondait à tous les coups en jouant de sa voix de velours « Quoi de neuf ? Molière ». Pourquoi Molière? Eh bien parce que Molière nous a livré quelques types humains qui sont aussi indémodables que son théâtre. J'en cite quelques-uns, mais vous les connaissez. Le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme, au fond, ça n'est jamais qu'un bobo à l'époque du grand siècle. Vous connaissez également la figure de Tartuffe, le faux dévot, le roi des hypocrites. Eh bien aujourd'hui, Tartuffe, c'est le parangon de la diversité, c'est le parangon de l'antiracisme, du vivre ensemble et autres foutaises. Vous connaissez également les précieuses ridicules et les femmes savantes, toutes les Bélises et toutes les Philamintes du monde. Eh bien, il vous suffit de vous plonger dans la littérature des écrivaines qui sévissent dans la théorie du genre et nous pondent les abécédés de l'égalité, et vous verrez qu'elles tiennent sans peine la comparaison avec leurs devancières du XVIIe siècle. C'est la même verbosité, les mêmes enflures de langage. Immortel Molière, qui aurait droit aujourd'hui comme hier à la même cabale de dévots. Et dans ce domaine, l'éducation nationale n'y échappe pas. À la manœuvre, le pédagogue, les pédagocrates, le pédagogisme. Et là aussi, Molière a quelque chose à nous dire, parce qu'il a fixé quelques spécimens il y a 3 siècles. Et je pense en particulier au docteur Diafoirus, qui masque, qui dissimule son ignorance sous des mots savants, sous des mots latins, et bien sûr à Trissotin, Trissotin le pédant, Trissotin le 3 fois sot. Et bien aujourd'hui, Trissotin et Diafoirus règnent sans partage, rue de Grenelle, à l'éducation nationale. Et la très grande différence, au fond, entre Molière et nous, c'est que ces cuistres, les cuistres de Molière, n'exerçaient leur capacité de nuisance que dans quelques salons de l'aristocratie. Or, aujourd'hui, Diafoirus et Trissotin sont rentrés dans les salles de classe. C'est eux qui portent le discours dominant dans l'institution scolaire. Et ce discours dominant, on peut le découper, le chapitrer en 2 points. C'est d'abord, dans un premier temps, un programme de contre-éducation ou de non-éducation, parce qu'ils considèrent, comme c'était évoqué dans la petite vidéo, qu'il y a trop d'écoles à l'école, il y a trop de savoir dans le savoir, il y a trop d'éducation dans l'éducation. Et c'est aussi un programme de rééducation au nom de la sainte, de la très sainte égalité et de la passion, du nivellement et de l'indifférenciation. Alors se plonger dans un demi-siècle de réforme de l'éducation nationale, c'est ouvrir une boîte de Pandore, c'est pousser la porte d'un champ expérimental, à la fois un champ de mine et un champ de ruines, un mélange insensé de cyclones pédagogiques, d'ingénierie sociale, de constructivisme, de déconstruction et pour finir de destruction du vieil humanisme européen. C'est l'impression dominante après Bilan, un paysage, donc l'éducation, un paysage dévasté après le passage des sauterelles, en latin Homo pedagogicus. Alors rendant grâce au charabia de Trissotin, il n'y a plus d'élèves, ce sont des apprenants, il n'y a plus d'école, ce sont des lieux de vie, il n'y a plus de textes, ce sont des productions écrites, et il n'y a plus d'enseignants, ce sont des adultes référents. Donc vous voyez qu'on ne convoque pas en vain les précieuses ridicules, on est vraiment au cœur du sujet. Il y a une 20aine d'années de cela, Claude Allègre, alors ministre de l'Éducation nationale, avait attiré notre attention sur la manière dont les pédagogues et les réformateurs avaient rebaptisé les malheureux et anodins ballons que se disputent les enfants dans les cours de récréation. Le ballon est trop réactionnaire au fond. Ils avaient rebaptisé les ballons, c'était il y a 20 ans de cela, des référentiels bondissants. Mais on a fait mieux depuis il y a 2 ans à peine, et vous en souvenez peut-être, les équipes de Najat Vallaud-Belkacem ont remplacé les piscines. C'est la même chose, les piscines sont trop réactionnaires pour leur substituer cette espèce de joyau, de chef-d'œuvre, de petit chef-d'œuvre lexicologique, pour leur substituer, je parle des piscines, les milieux aquatiques profonds standardisés. Donc vous comprenez à quel point c'est compliqué désormais d'apprendre à nager en milieu aquatique profond standardisé. Et donc vous comprenez à quel point l'éducation nationale est un naufrage à la lumière de ces petites anecdotes. Alors qu'est-ce qu'un pédagogue ? Eh bien, un pédagogue, c'est celui qui, étymologiquement, accompagne l'enfant. Mais on ne nous dit jamais, on se garde bien de nous dire où l'accompagne-t-il, l'enfant. Est-ce qu'il l'accompagne à la maîtrise des savoirs fondamentaux, ou bien à Pôle emploi, au ciel du savoir ou dans l'enfer de l'ignorance? On ne nous le dit pas, même si spontanément, c'est la dernière possibilité qui vient à l'esprit. Et en un demi-siècle, le pédagogisme est devenu le discours dominant de l'institution scolaire. En quoi consiste-t-il ? Eh bien, il consiste en un ensemble de techniques d'enseignement devenues folles, commandées par un égalitarisme forcené, ça c'est le soubassement idéologique. Et ces techniques d'enseignement se sont affranchies de la tutelle des disciplines. Donc on a liquidé les disciplines. C'est quoi les disciplines ? C'est le français, les mathématiques, l'histoire, pour se constituer en super savoir hégémonique et s'arroger le titre ronflant
de science ou de pseudo-science de l'éducation, en l'occurrence la science reine. Donc il ne s'agit plus d'enseigner l'élève, mais d'enseigner l'enseignant. Et dès lors, l'important n'est plus d'apprendre, apprendre quoi d'ailleurs, mais d'apprendre à apprendre qu'il n'y a rien à apprendre. Et la boucle est ainsi bouclée. Alors un peu d'histoire très brièvement, c'est dans l'après-guerre que le cadre des politiques générales des réformes de l'école ont été posées. En particulier, la plus importante, elle a été évoquée par Philippe Conrad, c'est l'unification de l'école qui va déboucher en 1975 sur la catastrophe majeure qu'a été la réforme Mabi, avec la mise en place du collège unique et donc la suppression des filières. Et le collège unique va répondre à la passion égalitaire que tous les étrangers reconnaissent, concèdent volontiers aux Français, sans jamais nous l'envier. Alors l'objectif au départ était louable. Pour ainsi dire, et sous bénéfice d'inventaire, il s'agissait de réunir tous les petits Français dans une seule et même grande classe, les bons comme les mauvais élèves, pour leur dispenser un enseignement unique, donc collège unique, pensée unique. Alors on y est parvenu au-delà de toutes espérances, tirant tout le monde vers le bas. En vertu de quoi, près de 90% d'une classe d'âge a pu obtenir le baccalauréat. Mais personne ne s'y trompe. Derrière la mystification des chiffres, l'échec scolaire est patent. Parce que la démocratisation de l'enseignement s'est privée du seul levier qui permettait de corriger les inégalités sociales. Et ce levier, c'est l'outil sur lequel repose la méritocratie, c'est la sélection. Moyennant quoi, le nombre d'enfants d'ouvriers et d'employés a considérablement chuté dans les filières supérieures prestigieuses. Mais avant d'en arriver là, il en a fallu des cortèges et des avalanches de réformes, des rénovations en cascade. Et ici comme ailleurs, mai 68 constitue l'année zéro, le début d'une nouvelle ère. En 68, on n'a pas seulement libéré le désir, on a également libéré l'imaginaire malfaisant des pédagogues. Mais il manquait aux pédagogues une idéologie sur laquelle ils pouvaient appuyer leur travail de déconstruction. Et cette idéologie, ils vont la trouver un peu dans l'œuvre de Michel Foucault, qui a été évoquée au début, dans la présentation, un petit peu dans l'œuvre de Ivan Illich, mais ce n'est pas l'essentiel. Ivan Illich est aujourd'hui oublié. Pour l'essentiel, les pédagogues et les réformateurs vont s'appuyer sur un modèle théorique totalitaire, le bloc monolithique, massif, terrorisant pour ne pas dire terroriste, et dans tous les cas dissuasif, constitué par l'œuvre de Pierre Bourdieu. C'est du sur-mesure pour des réformateurs en quête d'alibi sociologisant et de misérabilisme social. Et le livre de Bourdieu, qui va être le petit livre rouge au fond de la réforme sur le dernier demi-siècle, c'est Les Héritiers. Et Les Héritiers, c'est la Bible de la réforme aiguë. C'est la dogmatique de tous les désastres et de tous les échecs annoncés. On n'insistera jamais assez sur la capacité de nuisance extraordinaire de l'œuvre de Bourdieu, qui domine les sciences humaines depuis un demi-siècle, quasiment. Bourdieu est un accident majeur pour la pensée française, est une sorte de Tchernobyl intellectuel qui n'en finit pas de nous irradier et de nous tuer, et il va commander toutes les réformes quasiment de l'éducation nationale. Alors résumons, qu'est-ce que Bourdieu a apporté? Eh bien Bourdieu a amendé le Capital de Marx. Bourdieu a montré qu'au capital économique s'ajoute un capital symbolique, un capital dit culturel, et dont nous héritons les uns et les autres, ou nous n'héritons pas, suivant la ségrégation qu'établit Bourdieu entre les dominants, en l'occurrence la classe bourgeoise, propriétaire du dit capital culturel, et les dominés qui sont victimes, dixit les bourdieusiens, d'une violence symbolique. Alors qui sont les dominés? Eh bien les dominés, c'est tous les laissés pour compte, c'est les prolétaires, c'est les exclus, c'est les immigrés. Et ils vont devenir au centre de l'appareil éducatif. Si dans l'esprit des pédagogues, les niveaux d'illettrisme ont été maintenus ou se sont aggravés éventuellement, c'est en raison et seulement en raison de l'origine sociale des élèves, selon la vulgate marxisante du maître. Car dans l'esprit des bourdieusiens, le capital culturel, autrement dit la culture générale, la culture savante, la grande culture, ne se transmet pas par l'école. Et pour cause, l'école est le lieu et l'instance, l'école selon les bourdieusiens, donc les pédagogues et les réformateurs, l'école est le lieu, l'instance de légitimation du capital culturel, de la culture générale, dont la bourgeoisie, qui est l'apanage de la bourgeoisie, et dont la bourgeoisie s'assure la maîtrise via le biais des examens, des concours et des notes, qu'elle est la seule à même de pouvoir réussir. Et sous couvert de neutralité, c'est ce que disent les bourdieusiens, donc je le répète, les pédagogues, sous couvert de neutralité,
En réalité, la note, le concours, l'examen, qui sont toutes les formes canoniques de la sélection qui est le levier de la méritocratie, eh bien en fait c'est une opération au trompe-l'œil pour eux. Le propre pour les bourdieusiens de la note, du concours et de l'examen, c'est de transformer un privilège, le privilège de la classe dominante, les bourgeois en l'occurrence, en mérite scolaire. Donc c'est ça qu'ils vont renverser. Ils vont renverser les deux piliers sur lesquels repose le système scolaire. C'est donc l'appareil de sélection, la note, et ensuite la culture générale. Vous avez noté que la culture générale a disparu de beaucoup de concours, en tout cas qu'elle a disparu de l'entrée à Sciences Po. Pourquoi? Parce que la culture générale n'est jamais que la culture particulière de la classe dominante. C'est ainsi qu'ils pensent. Et qu'elle est un marqueur social. Donc ils vont s'en embarrasser. Ont ainsi été recyclées sur cette base toutes les vieilles lunes gauchistes, en particulier la plus importante d'entre elles, qui est la lutte contre l'exclusion. Quand bien même cette lutte contre l'exclusion va passer par l'exclusion de la classe dominante. Pourquoi pas, après tout? Mais surtout par l'exclusion des bons élèves. Alors le pédagogisme, ainsi drapé de bons sentiments, de sentiments égalitaires, va généraliser à l'ensemble des élèves, dont les bons élèves, c'est tout le problème, des techniques d'apprentissage qui étaient jusque-là réservées à des élèves en difficulté. Pardon. Et le cas de la méthode globale est exemplaire, constitue quasiment un cas d'école, pour ainsi dire. La méthode globale a été conçue peu ou prou pour les élèves qui étaient frappés de surdité. Alors à quoi bon? Pourquoi pas? Mais à quoi bon la généraliser aux élèves entendants? Et on a là un cas typique, archétypal, exemplaire de réglage de la majorité sur l'exception. Donc de réglage du bon élève sur le mauvais élève. Donc on va tirer tout le monde vers le bas. En fait, à force de vouloir n'exclure personne, on finira par exclure tout le monde. Et c'est tout le dilemme des réformateurs, la grande obsession des réformateurs, c'est l'égalitarisme. Et toutes les réformes sont commandées par ce souci, cet impératif égalitaire. Or, ils vont créer un monstre. Ce monstre, c'est une machine hyper inégalitaire. Résultat, c'est la double peine pour les catégories dites défavorisées, ce que les bourdieusiens appellent dans leur jargon les dominés. Les dominés, en fait, n'auront pas accès à la culture générale pour des raisons familiales, mais l'école va les priver de cet outil. Mais il n'y a rien à faire avec les pédagogues. Les pédagogues croient en la pédagogie, comme Le Corbusier croyait dans la géométrie, comme le psychiatre croit dans l'électrochoc, comme les Khmers rouges croient dans la terreur de masse. Et donc Hérostrate va détruire une seconde fois le temple du savoir. En 68, on clamait plus de classiques, plus d'humanité. Pourquoi? Parce que les humanités et les classiques symbolisent un passé abouré, un passé élitiste. Plus de notes. Pourquoi? Parce que la note est traumatisante, pour ne pas dire fasciste. Vive l'évaluation démocratique. Plus de textes, surtout plus de textes littéraires, parce que le texte littéraire est discriminant. Vive la documentation neutre. Quoi d'autre encore? Eh bien, les activités périscolaires, les disciplines d'éveil vont devenir envahissantes, comme vont devenir envahissantes les pédagogies dites non directives. Pas d'autorité, pas de savoir légitime. Le vœu, c'est que les enfants apprennent par eux-mêmes. Quoi? Qu'ils ne savent rien, condition de leur bonheur futur, comme dans une rêverie solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Et Rousseau, il faut faire un arrêt sur Rousseau. François-Xavier Bellamy, dans son excellent ouvrage Les Déshérités, fait de Rousseau avec Bourdieu et également Descartes, mais c'est un autre sujet. Bourdieu principalement et Rousseau, les deux grandes figures de la déconstruction de l'école. Vous vous rappelez que combien Rousseau a magnifié l'état de nature. Il a consacré au sujet qui nous intéresse et qui nous réunit aujourd'hui un livre qui est un chef-d'œuvre prémonitoire, dangereux, mais un chef-d'œuvre indiscutablement. C'est son Émile ou de l'éducation. Et l'Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau se donne pour un traité d'éducation sur l'art de former les hommes. Et en vérité, c'est un traité d'éducation sur l'art de déformer les hommes. Dans l'esprit de Rousseau, c'est une condamnation sans appel, un réquisitoire sans appel contre la culture. Contre le savoir, contre l'autorité du maître, contre le savoir. Dans l'esprit de Rousseau, donc notre lointain ancêtre, la culture, en l'occurrence les sciences et les arts, corrompent l'âme humaine. Pour Rousseau, seule une chose est vertueuse, seule l'ignorance, ce que Rousseau appelle l'heureuse ignorance ou la sainte ignorance est vertueuse. En somme, tous enfants, seule manière de renouer avec l'enfance de l'humanité. Tel est le vœu de Rousseau il y a plus de 2 siècles. Et cette révolution copernicienne annoncée par Rousseau va déployer ses effets sur la très longue durée, sur le temps long. Elle est inexorable, mais elle a produit ses effets dans les années 80. Et de fait, l'apprenant, donc dans le sabir pédagogique, l'apprenant c'est l'enfant, a été placé au centre du système scolaire. L'apprenant est devenu, je cite les textes des circulaires, est devenu co-auteur de son projet d'apprentissage. Et donc, bon gré mal gré,
On est ainsi arrivé à l'inverse de ce que nous recherchions. Un quart ou un cinquième d'une classe d'âge entre en sixième sans maîtriser l'arithmétique ou les règles de grammaire. On voulait qu'on aspirait à plus de mixité sociale, il y en a moins. On voulait que les catégories défavorisées puissent intégrer les filières prestigieuses et les grandes écoles. Ça n'est plus le cas. Donc l'échec est patent. Et comment faire pour mettre un terme à cet échec scolaire? Eh bien, nous le maquillons. Comment? Eh bien, en baissant continuellement le niveau. Et c'est cela, fondamentalement, la raison d'être de la réforme. La réforme est une mise en conformité du niveau d'exigence requis avec le niveau réel des élèves. À écouter les réformateurs, à écouter les pédagogues, à écouter les conseillers des ministres, le niveau monte. Et si toutefois, et si jamais il baisse, c'est à cause d'un déficit de réforme. La réformite est devenue la maladie structurelle de l'éducation nationale. Elle nourrit l'échec qui lui-même nourrit la réforme. C'est une histoire sans fin. On soigne le mal par le mal, le cautère par l'emplâtre, le fiasco par la faillite, la droite par la gauche, et le mammouth s'en porte toujours plus mal. Mais en vérité, la crise de l'école est un révélateur, n'est qu'un révélateur. Elle recoupe une crise de civilisation beaucoup plus large. C'est une crise du savoir légitime, c'est une crise de l'institution, c'est une crise du maître, c'est une crise de l'autorité. Dans une société, la nôtre, aspirant formellement à toujours plus d'égalité, il y a une difficulté croissante à assumer la relation de type inégalitaire ou asymétrique. Bref, la position dominante, celle du maître. Et plutôt que de lui faire face, on préfère la caricaturer de manière outrancière sous les traits de l'autoritarisme ou de l'abus de pouvoir pour privilégier des formes d'autorité dites négociées. Quelques-uns des grands penseurs de notre temps, et je pense en particulier à Hannah Arendt, dont le livre « La crise de la culture » est à la librairie du Flore, quelques-uns des grands penseurs de notre temps ont relié, dont Hannah Arendt, cette crise de l'autorité au processus de démocratisation à l'œuvre depuis l'aube des temps modernes, depuis le XVIIIe siècle. Et de fait, cette dynamique d'égalisation va se traduire par l'émancipation du tiers-État, enfin de la bourgeoisie d'abord, du tiers-État, puis des femmes, puis des paysans, puis des ouvriers. Et l'émancipation des enfants, les droits de l'enfant étaient à l'agenda depuis 2 siècles. Et c'est chose acquise désormais. Les enfants ont des droits qui leur sont reconnus. Et il ne faut pas croire qu'on va s'arrêter là parce que ce processus de démocratisation n'a pas encore dit son dernier mot. La prochaine étape, et vous allez voir qu'on va y arriver, c'est l'antispécisme. C'est-à-dire, autrement dit, élargir aux animaux ce processus d'émancipation. Octroyer aux animaux les droits qu'on confère habituellement qu'aux humains. Alors il y a quelque chose d'incongru à promouvoir les droits de l'enfant, ce que fait l'éducation nationale, sur le modèle des droits de l'homme, puisque par définition, l'enfant est dans une relation de dépendance, de non-réciprocité, conférer à l'enfant un droit, une autonomie de principe, une autonomie formelle n'a aucun sens. Et à cet égard, parler de droits de l'enfant est impropre. Il vaut mieux parler des devoirs des parents à l'égard des enfants. Outre l'amour et l'affection, c'est bien sûr les 2 premiers devoirs, c'est la protection et l'éducation. Imaginons un seul instant que la citoyenneté, car c'est de cela qu'il s'agit, que la citoyenneté soit inhérente ou immanente à l'enfant. Il n'aura pas à en apprendre les règles, et c'est tout le drame de l'éducation d'aujourd'hui. C'est qu'en faisant d'emblée de l'enfant un citoyen, on le prive en fait du seul moyen d'en devenir un. Et c'est quoi ce moyen? C'est l'instruction. Ça veut dire que chemin faisant, l'école a renoncé au mandat qui était le sien. Et ce mandat, c'était donner à l'enfant les moyens de penser par lui-même. Pour finir, je voudrais vous citer une phrase de C.S. Lewis, une de ces phrases qui vous trottent dans la tête jusqu'à devenir obsédante. Et voici ce que disait C.S. Lewis. Nous faisons des hommes sans cœur et attendons d'eux vertu et hardiesse. Nous tournons l'honneur en dérision et sommes choqués de trouver des traîtres parmi nous. Ainsi parlait C.S. Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, grand éveilleur de l'enfance, professeur de littérature médiévale et qui connaissait mieux que quiconque la valeur du passé. Nous faisons des hommes sans cœur et attendons d'eux vertu et hardiesse. Nous tournons l'honneur en dérision et sommes choqués de trouver des traîtres parmi nous. Un mot, un dernier, il n'est pas indifférent pour le colloque qui nous réunit aujourd'hui que la tradition et la transmission aient la même racine étymologique. En l'occurrence, tradere, transmettre. Or, on ne transmet que ce qu'on a reçu. Un passé qui n'est pas un passif, un passé qui est un actif. Et c'est cela qu'il nous faut retrouver. En un mot, la fierté de nos origines, qui est à l'origine de toute fierté. Merci de votre attention.
Bousquet.